Genova per noi ha messo davvero fine all'idea di lotta di classe, all'idea della politica corrotta. La politica fosse un posto dove si potesse lottare all'interno della democrazia. Il y a beaucoup de monde qui a peur, les juges, les journalistes. Ça, c'est la vraie nouveauté de ces dernières 2 o 3 années, c'est que tout le monde est une victime potentielle. O sei ben educato o muori, così funziona la democrazia. E questo è stato accettato perché se no si muore. La conscience qu'on a enfant, de tout, très aiguë, et rien pour en faire quoi que ce soit. En grandissant, je sais qu'il y a eu 1968 en France, les événements de mai. Mais je ne sais rien du 12 décembre 1969. 17 hommes de tous âges explosant à Milan. Le sang, la cervelle et les tripes mêlés aux hurlements. Un massacre. En italien, strage. Nous sommes en paix, Piazza Fontana. Je ne sais rien non plus de l'année 1977. La violence des affrontements avec les carabiniers. La mort de Francesco Lorusso, militant de gauche, le 11 mars à Bologne. Et enfin, je ne sais rien de juillet 2001. Carlo Giuliani, assassiné par un carabinier de 20 ans, place Alimonda à Gênes. Le passage à tabac des militants de l'école Diaz et les tortures de la caserne de Bolzaneto. De tout ça, je ne sais rien. Mes parents savent sûrement. Ça influe, ça accroît, ça fait monter la rage. Les chronologies sont parfois étouffantes quand on les arpente à la poursuite d'une solution aux tragédies qui se répètent. On fait partie ou du problème ou de la solution. Entre les deux, il n'y a rien. Les années 70 furent une décennie de rage et d'espoir. Les années 2020, un présent qui invente au fur et à mesure les bases et perspectives dont il a besoin. Entre les deux, il y a Gênes. Nous partons de là. Prologue. 1969-1978. Et Milan ont connu en fin d'après-midi une série d'attentats terroristes qui, dans chacune des 2 grandes villes, ont fait de nombreuses victimes. La première explosion a eu lieu vers 16h30 à Milan. Une bombe de très forte puissance a explosé dans l'immeuble de la Banque de l'Agriculture, Piazza Fontana. Les victimes sont très nombreuses. Il y aurait 13 morts et 95 blessés. Il est difficile de savoir pour l'instant qui est à l'origine de ces attentats, les groupuscules extrémistes de gauche ou de droite étant très nombreux et souvent très actifs, aussi bien à Rome qu'à Milan. À Milan, le 12 décembre 1969, un attentat à la bombe est déclenché Piazza Fontana par un groupe néofasciste. 17 morts, 89 blessés. Le grand hall de la Banca Nazionale dell'Agricoltura dévasté. Un mélange peu ragoûtant de verre, de sang, de tripes, de béton, de chair, de ferraille. L'extrême gauche est aussitôt accusée, en particulier les anarchistes. 4000 personnes sont arrêtées par la police. Et comme tous les niveaux de l'État émirent du leur, le tour de passe-passe fonctionna. Puisque 50 ans après les faits, les coupables ne sont toujours pas officiellement identifiés. 1969 marque le début des années de plomb. Une décennie de répression qui va faire des centaines de morts en Italie. Pendant cette période, l'État soutient et commandite des attentats, d'une violence gratuite et meurtrière. Cette stratégie de la tension vise à susciter délibérément un climat de violence politique afin de favoriser l'émergence d'un État autoritaire. Mais les années de plomb, parfois appelées décennies rouges, furent aussi une formidable période d'auto-organisation d'un communisme concret, d'émergence de médias de communication autonomes et d'une résistance armée bénéficiant d'un très fort soutien populaire. Le printemps 77 constitue le pic d'intensité insurrectionnelle en Italie, notamment au cours des journées du 11 et 12 mars. L'agitation gagnait. Ça mijotait sec un peu partout depuis l'ouverture du bal. Et si certains de ceux entrés dans la danse malgré eux dès 1969 commençaient à marquer le pas, d'autres, au contraire, songeaient à doubler la mise, et d'autres encore se joignaient au combat. Toujours plus jeunes, toujours plus d'autres. Il en faut si peu pour que l'axe du monde se déplace et génère de nouveaux horizons.
ce qui a secoué le pays en 1977, ce qui nous a secoués, c'est d'être parvenus au point de la renverse. C'est la joie du vertige, son ivresse et sa rage, à se savoir hissé sur la ligne de crête et prêt à dévaler la pente qui s'offre à nous. Le 11 mars est un jour de cristallisation pour tout ce qui était dans l'air depuis plusieurs années. Occupation de locaux. Appropriation de nourriture directement aux tables des restaurants de luxe. Autodéfense contre les menées policières, néofascistes et communistes collaborationnistes. Autoréduction des transports publics, de l'électricité, du gaz. Renouveau des désirs, circulation des corps, étreinte politique, parce que le sexe, ça n'est pas séparé du monde. Un jour de paix, un jour d'épaules nues, un jour d'éclat. La police intervient avec charges et lacrymogènes, mais aussi balles réelles. Une balle atteint et tue Francesco Lorusso, 25 ans, militant de gauche. La nouvelle, relayée par Radio Alice, qui émet librement et sert de tribune, de caisse de résonance, de source d'information, met le feu aux poudres. Cette fois-ci, tout va sauter. Tout doit sauter. Le 12 mars, Bologne est quasiment en état de siège. Des renforts de police arrivent d'un peu partout. À Rome, la manifestation réunit près de 100 000 personnes, dont plusieurs centaines sont armées. Une vague humaine impressionnante, suragitée, parcourt les rues en attaquant les sièges des fascistes, de la démocratie chrétienne, du Parti communiste, résistant aux assauts des troupes anti-émeutes, dévalisant une armurerie et des boutiques de luxe. Le même jour, à Milan, un grand nombre de collectifs autonomes se dirigent vers le siège du patronat et vident sur la façade un nombre impressionnant de chargeurs de pistolets et de fusils, l'arrose de Molotov jusqu'à épuisement des stocks de balles et d'essence. Oui, ce sont des temps violents et nous sommes violents. Et nous ne comptons pas nous excuser de l'être. Nous sommes la tempête que vous récolterez. Nous ne rougirons pas de ces affronts lavés et ne nous laisserons pas miner par le remords. Et quelle que soit l'issue de nos gestes tranchants, rien n'effacera jamais l'allègement du poids pesant sur nos épaules, à l'instant où, tremblants, mais rigoureux et fins, nous avons balancé sur des murs suants de peur les premiers projectiles de notre vie nouvelle. Les carabiniers confisquent le matériel et ferment Radio Alice qui le jour même avait diffusé le communiqué suivant. Tous faisaient partie de ce gigantesque service d'ordre qui a été décidé collectivement, en s'équipant avec des cocktails Molotov préparés tous ensemble à l'université, aujourd'hui, en début d'après-midi. Tous ensemble, nous avons préparé les bouteilles. Tous ensemble, nous avons détruit la chaussée de l'université pour récupérer les pavés. Tous ensemble, nous étions avec les bouteilles incendiaires, avec les pavés en poche, parce que la manifestation d'aujourd'hui était une manifestation violente. C'était une manifestation que nous avons tous voulu violente. Il n'y avait pas de service d'ordre, pas de petits groupes isolés de provocateurs, d'autonomes qui menaient des actions, parce que tous les camarades ont participé à toutes les actions aujourd'hui. Le climat de violence politique se cristallise en 1978 avec la prise en otage d'Aldo Moro, un membre du gouvernement par les Brigades Rouges, un groupe de lutte armée d'extrême gauche. Pendant les 55 jours de sa séquestration, Aldo Moro écrit des lettres à sa famille, au gouvernement et même au pape. Il les supplie d'accéder aux revendications des Brigades Rouges. Relâcher 13 prisonniers politiques en échange de sa libération, faute de quoi il sera tué. Une nouvelle fois, le gouvernement ne cède rien et refuse toute négociation. Le mot d'ordre est de sacrifier Aldo Moro pour maintenir la stabilité politique du pays. Quand il est clair que le gouvernement n'interviendra pas, les Brigades Rouges exécutent par balle Aldo Moro. On retrouve le corps dans le coffre d'une 4L, via Caetani, à Rome. Après 1978, l'insurrection finit par plier face à la force des lois d'exception mises en place par le gouvernement. La vague répressive de 1979 qui démembre le mouvement autonome coïncide avec l'épuisement du cycle de lutte entamé au début des années 60.
La répression contraint le mouvement à passer à autre chose alors que rien n'est réglé. Nous savons que l'histoire continuera sans nous. Parfois, c'est sans regret quand elle nous tombe des mains. Il y aura encore des morts. L'Italie a joué une partition étoffée. Elle a donné des bis, elle se perd en reprise. Aujourd'hui encore, elle prend facilement la mouche à ce sujet. Tout est prêt pour notre premier acte et pour ceux qui suivront. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce vendredi 20 juillet, c'est d'abord la ville de Gênes en Italie en proie à de très violents affrontements en marge du sommet du G8. Un manifestant tué par balle, 2 blessés graves, de nombreuses arrestations. Et dans le camp retranché, les hommes les plus puissants du monde discutent de l'avenir de la planète. Premier acte, 19 juillet 2001. En 2001, la stratégie de la tension est une nouvelle fois mise en œuvre en vue du sommet du G8, organisé à Gênes. À cette occasion, les 8 qui s'auto-qualifient de grands font étalage de leur puissance et de leur plaisir d'être ensemble. En juillet 2001, à Gênes, s'auto-invitent Bush, Poutine, Chirac, Schröder, Blair, Berlusconi, Koizumi, Chrétien. Il n'avait absolument rien d'important à décider. Il voulait se faire photographier, tandis qu'il parlait de la faim dans le monde, du sida, de la pollution, de la réduction de la dette des pays pauvres. La tâche qui leur revenait était de faire de la publicité. Prouver que ce qui se passe au-dessus de nos têtes et hors de notre contrôle est pour notre bien. Le maître des cérémonies est Silvio Berlusconi, un qui s'y entend en publicité. Ils misent tous sur 2 points fondamentaux. 1. Faire bonne impression. 2. Élever le niveau de l'affrontement de manière à pouvoir montrer ses muscles à 7 partenaires et au peuple. La CIA fait savoir que les menaces sont au nombre de 2. Le terrorisme islamique et les mouvements de contestation du sommet, des gens qui brisent les vitrines. Berlusconi se dit que son électorat comprend une chose à la fois et qu'il ne se soucie guère de faire la distinction entre les terroristes et les no-globales qui organisent le contre-sommet. D'un côté, il y a nous, les gens bien comme il faut, qui s'habillent élégamment, qui travaillent. De l'autre côté, il y a eux, les no-globales, les punks, les violents, les terroristes arabes. Toi, de quel côté es-tu ? Dès février 2001, dans une caserne des carabiniers, un commandant commence à entraîner ses hommes. Il organise des manœuvres. Les élèves officiers doivent jouer le rôle des manifestants et les officiers le leur. Les manœuvres se concluent avec plus de 20 blessés, dont 3 avec un pronostic de guérison supérieur à 40 jours. À la fin mars, à Naples, première manifestation altermondialiste en Italie, cette fois-ci avec de vrais manifestants. La répression est impitoyable et fait plus de 200 blessés. En juillet, pour le sommet, Berlusconi divise Gênes en 3 zones, et au centre la zone rouge, là où se tiendra le G8. Là, personne ne peut entrer sur son laissez-passer. Quant à ses habitants, il vaut mieux qu'ils s'en aillent, mais les magasins doivent rester ouverts, sinon elle ressemblerait à une ville fantôme. Mais ils ne vendront rien, car il n'y aura que les premiers ministres, les journalistes et les forces de police. Gênes est aujourd'hui une ville en travaux et en armes. En travaux parce que la ville se fait belle pour accueillir le sommet du G8. Mais au-delà de cet aspect logistique, c'est la présence policière qui frappe immédiatement. Ils sont là, ils sont partout en civil, mais facilement repérables. Ils se déplacent en groupe d'au moins 4 ou 5 costauds, chacun un sac à dos en bandoulière. En uniforme bleu, ce sont les policiers. En noir, les carabinieri, les gendarmes. Berlusconi fait fermer les passages menant à la zone rouge à l'aide de blocs de ciment surmontés de grillages de 3 à 5 mètres de hauteur. Sur les toits des immeubles, il éparpille ses tireurs d'élite qui projettent des ombres étranges dans les rues. Dans la zone rouge, de faux citrons gros comme des cédramures sont attachés avec du fil de nylon à la place des citrons véritables qui, à cause de la latitude, ne sont pas encore mûrs. Berlusconi choisit personnellement les menus et le papier à lettres à offrir à ses hôtes. Il couvre les façades des immeubles qui ne lui plaisent pas avec des représentations d'immeubles qui, au contraire, lui plaisent. D'un goût néoclassique personnel, le sien. Berlusconi demande aux habitants de Gênes de ne pas étendre leur linge sur leur balcon pour ne pas donner une image débraillée de leur ville. L'un des slogans de la contestation sera « Sortez les culottes ».
Et de nombreux Génois participeront à la protestation en faisant les premières lessives révolutionnaires de leur histoire républicaine. Berlusconi fait transférer 600 à 700 détenus de la prison de Gênes vers d'autres prisons, afin d'avoir à sa disposition autant de lits. Il procède de la même façon avec les hôpitaux. Et 200 sacs en plastique sont commandés afin de ne pas se trouver pris au dépourvu face à un nombre égal de cadavres éventuels. Dans la zone rouge, de petits paquets explosifs sont acheminés et des alertes sont diffusées à propos de possibles bombardements de sachets de sang infectés de la part des No Global. Gênes est tenue par 18 000 policiers. Autour de Gênes sont installées des batteries antimissiles, et dans le golfe de Gênes, des hommes grenouilles, des policiers amphibies, sont prêts à défendre les grands contre une attaque éventuelle de Godzilla. Au-dessus de la ville, l'espace aérien est fermé, et dans la zone rouge, les téléphones portables sont brouillés car les commandes à distance des bombes utilisent la même fréquence. Toute cette prodigieuse mise en scène coûte 130 millions d'euros. Les militants du contre-sommet arrivent à Gênes. Les No Global constituent une armée de 200 000 personnes adhérant aux plus célèbres organisations terroristes internationales. Les Verts, Médecins sans frontières, Amnesty International, Ignacio Ramonet, le directeur du journal Le Monde diplomatique, Attaque de Bernard Cassonne et Suzanne Georges, José Bové. Et puis, il y a tout un tas de personnes qui ne font partie d'aucune association, et qui peut-être ne savent même pas quels sont les objectifs du mouvement, si tant est que le mouvement ait des objectifs communs. Dans l'ensemble, aussi inorganisé que l'on voudra, c'est le plus grand mouvement de critique du système capitaliste. Un grand agglomérat de groupes et d'idées dans lesquels peut se reconnaître quiconque verrait dans l'ordre actuel du monde une maladie au pouvoir. Et il se dirait qu'il y a des choses que nous devons défendre nous-mêmes, car ce ne sont pas ces 8-là qui les défendront. Les No Global se réunissent donc pour un contre-sommet festif et politique. Vous êtes 8, nous sommes 6 milliards. Sous cette bannière, les antimondialisations affluent sur l'esplanade concédée par la municipalité qui fait office de point d'information et de lieu de réunion. Ambiance paisible, ça fleure bon le peace and love, jusque dans la manière de s'habiller façon Woodstock. Le look libertaire n'a pas changé beaucoup dans les derniers 20 ans, 30 ans. Dans le monde normal, tout se rassemble. Ici, il y a plus de fantaisie. Le premier jour, tout va bien. Mais les policiers s'infiltrent, vont et viennent, observent. D'autres se tiennent à l'écart. L'un d'entre eux pointe le bout de son nez depuis la tourelle d'un char d'assaut et explique au journal La Repubblica. Ils attaqueront demain. La fête est une diversion. Ils ont des pistolets, des sachets de sang infectés et des boules d'acide. Il pleut. J'ai souvent l'impression d'être englué dans le maintenant. Tout ce qui date de plus de 2 semaines est irrémédiablement condamné à ce vague dans lequel tout s'enlise. Tous les jours, les informations que je regarde et écoute avancent sans moi. Je n'ai aucun contrôle, je le sais bien. Là où la violence des informations, la violence d'État, les violences policières portaient leur coup symbolique. Là, sur mon corps et sur mon esprit, maintenant, tout glisse. Et moi aussi, je glisse. À l'intérieur de moi-même, je glisse. Les rares fois où je suis allé en manif, je me suis senti bien plus spectateur qu'acteur. Comme si le grand bain d'informations m'avait quelque part insensibilisé à tout ça. J'arrive pas à exprimer ma violence. Enfin, ma colère. J'arrive à détester personne. En fait, la haine, c'est un sentiment qui me paralyse.
Je me sens accablé par la route que l'on me trace, et toute pensée d'action est réduite à néant. La violence que j'ai en moi, ma violence, je ne la connais et je ne la vomis que dans l'intimité ou la solitude. Je la contrains toujours. Je la broie pour la faire disparaître. Je l'empêche d'éclater. Je serre les dents, la gorge, les poings. Mes yeux brûlent et je rentre chez moi. Je pense que je suis plus capable de rêver. Et ça m'enlève ma capacité à agir. L'art militant, c'est bien. C'est peut-être même un peu utile. Mais faut pas se leurrer, je crois que c'est avant tout pour nous qu'on le fait, ou qu'on le consomme, comme une excuse pour pas lutter plus. Depuis mon enfance, on a hissé une vitre me séparant de ce monde-là. Les choses ne sortent pas de nulle part. Il y a des mouvements à l'œuvre, parfois imperceptibles, parfois noyés dans la masse, mais bien réels. Parce que ça fait peur. Parce qu'on sait pas par quel bout commencer, comment faire, parce qu'on trouve pas l'énergie pour, parce que ça fait pas gagner d'argent. Seule, je laisse un tout petit interstice à ma violence pour qu'elle s'échappe. Alors on raconte, pour ne pas perdre les savoirs et les gestes. Deuxième acte, 20 juillet 2001. Le deuxième jour, comme prévu, ils ont attaqué. Oui, comme prévu, la police a attaqué les manifestants sans armes. On a commencé à compter les premiers blessés. Ce jour-là, différents groupes et associations sont répartis sur les places de Gênes autour de la zone rouge. Le soleil est apparu, il ne pleut plus. Parmi les manifestants, il y a aussi des militants vêtus de noir et encapuchonnés qui forment un black bloc. Ils commencent à arracher des pavés et des panneaux signalétiques de la place. Ils se sont rendus à Gênes pour mettre en pratique massivement leur critique d'un monde qu'ils refusent dans sa totalité. Le monde de toutes les exploitations, de toutes les oppressions, de toutes les dominations. Ils s'attaquent ainsi à ce qui fait partie intégrante de la bonne marche des dominations étatiques, capitalistes et patriarcales. Banques, agences immobilières, concessionnaires automobiles, stations essence, agences de voyage, panneaux publicitaires. L'émeute doucement se fait insurrection. Et l'instant décisif, l'éclat, l'épaule nue, c'est que nous faisons face bien plus qu'à la police, à la nécessité de vouloir tous ensemble exercer la violence, à l'aisance insensée de nous en rendre maîtres. Par ce mode d'action directe, le Black Bloc tente d'empêcher la police de prendre le dessus sur les manifestants, de façon à tenir les rues le plus longtemps possible. À l'issue du sommet, ils seront désignés à l'unanimité comme les méchants du G8 de Gênes. En effet, le gouvernement a tout intérêt à faire croire que les Black Blocs sont des irresponsables haineux, venus sans aucun autre objectif que tout casser. C'est leur pire délit. Il suffit à légitimer n'importe quelle répression, n'importe quelle riposte de la part des carabiniers. À presque 3 heures de l'après-midi, rue Tolomède, l'enfer commence. Les carabiniers sont en train de charger la manifestation le long du parcours négocié avec la préfecture de police. À la hauteur du cours Torino, ils bloquent la tête du cortège et commencent à tirer des grenades lacrymogènes. Parce qu'immense, le cortège ne peut pas reculer. Et il n'y a aucune rue latérale pour prendre la fuite à cause d'interpleins et de vieux immeubles. Les manifestants, suffisamment loin pour ne pas être aveuglés par les gaz lacrymogènes et l'épouvante, se demandent comment les carabiniers ont bien pu décider d'attaquer le cortège. Et pourquoi de cette façon ? Toute fuite étant impossible, il est extrêmement improbable que le cortège se disperse de lui-même. Et par conséquent, l'action des carabiniers doit être imputée ou à une distraction, ou à une volonté de provoquer une réaction violente de la part des manifestants pris au piège. Cette réaction s'est produite peu après. Les pierres volent et les barricades sont érigées. De temps à autre, les carabiniers reculent. De temps à autre, ils repartent à l'attaque. Un peu plus loin,
Place Alimonda, une Land Rover des carabiniers lancée à la poursuite d'un petit groupe de manifestants ne parvient pas à les renverser et achève sa course contre une poubelle. Un garçon s'approche de la Land Rover, un extincteur vide à la main. Depuis l'arrière du véhicule, un carabinier lui tire 2 balles dans la tête. Place Alimonda, Carlo Giuliani meurt à l'âge de 23 ans. Place Alimonda, Mario Placanica, un carabinier conscrit, devient assassin à l'âge de 20 ans. Un policier se lance à la poursuite d'un manifestant. Il hurle à gorge déployée. C'est toi qui l'as tué avec ta pierre. C'est vous qui l'avez tué. Tandis que la tache de sang s'élargit encore sur l'asphalte, un journaliste ramasse à cet endroit une douille de pistolet. Les carabiniers forment un carré autour du corps. Mourir en guerre, dans un pays en paix. Car c'est la paix. Aucune guerre militaire à l'horizon européen, pas de guerre civile non plus. Le piège se referme. On est soit délinquant, soit terroriste. Entre les deux, il n'y a rien. Les rumeurs les plus diverses commencent à circuler sur l'identité du mort. Un étranger. Un punk bestial. Un black bloc. Un toxico. La nouvelle se répand à l'intérieur de la zone rouge. Un sous-secrétaire du gouvernement se rend auprès de Berlusconi et prononce ces mots. Monsieur le Président, il y a le mort. Non pas un mort, le mort. Celui qu'on attendait. Le soir, Bush sourit et déclare « Genoa is very nice ». On lui demande s'il n'est pas au courant pour le mort. Il prend tout de suite un air sinistre et décrète « Oh. Yes. It's tragic ». Le mort se nomme Carlo Giuliani. Il est né à Rome, il réside à Gênes. Il a 23 ans. Il vit avec une fille dans une maisonnette située près de celle de ses parents. Et ce jour-là, il voulait aller à la mer, mais au dernier moment, il a décidé d'aller manifester avec ses amis. Tous les journaux du lendemain publient la même photo. On y voit clairement l'incroyable Hulk, 1,65 m, brandissant un extincteur contre la Land Rover encerclée. Bien des mois plus tard est publiée la même photo, prise de profil plutôt que de derrière. Carlo Giuliani est à 4 mètres de la Land Rover. 4 mètres. D'après les autres prises de vue où l'on aperçoit le coup de feu, c'est à cet instant que Placanica a décidé de tirer. Sur une autre séquence photographique, on voit que le pistolet est pointé bien avant que Carlo s'avance de façon menaçante. Il est pointé vers un autre jeune. Celui-ci le voit et disparaît. Le pistolet demeure pointé. Carlo, à cet instant, est hors de portée de tir. Il ramasse l'extincteur. Peut-être a-t-il vu le pistolet, peut-être veut-il empêcher qu'il tire. 2 coups de feu sont tirés. L'un atteint Carlo à la pommette, l'autre le mur d'une église. Carlo est à terre. La Land Rover des carabiniers, prétendument coincée, redémarre en 5 secondes, fait marche arrière, écrase le corps de Carlo, passe la première, l'écrase une seconde fois, s'éloigne. Cavataio, le chauffeur de la Land Rover, est interrogé. On lui demande s'il n'a pas senti le corps de Carlo en manœuvrant. Il répond « Je pensais que c'était des ordures. » On lui demande s'il n'a pas entendu les coups de feu. Il répond qu'il a seulement entendu les hurlements, il n'a pas entendu les coups de feu. Ça, c'est l'enregistrement fidèle d'un Beretta Parabellum calibre 9, le pistolet d'ordonnance des carabiniers. Criez tous, s'il vous plaît. Moi, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas. Des coups de feu ? Oh non, je ne crois pas. Mario Placanica, le tireur, est interrogé. Je n'y voyais rien, à cause du sang et des grenades lacrymogènes. J'entendais seulement les pierres lancées contre nous. J'ai voulu tirer en l'air. Il ne mentionne ni Carlo, ni l'extincteur. Légitime défense. Placanica, toujours interrogé. Je me rappelle avoir mis le cran de sécurité de mon Beretta d'ordonnance avant de mettre une balle dans le canon. Ensuite,
Sans m'en rendre compte, j'ai dû retirer le cran de sécurité. Et sans m'en rendre compte, ma main s'est contractée. 2 fois, 2 coups? Fais peut-être attention, non? Légitime défense. Un photographe, Eligio Paoni, prend des photos du corps de Carlo. Ces clichés, personne ne les verra jamais. J'étais en train de faire un gros plan du jeune homme tué avec les forces de l'ordre en arrière-plan, quand j'ai vu les carabiniers en train de se réorganiser. Ils se sont jetés sur moi et se sont mis à me cogner sur la tête et sur tout le corps. Ils se sont acharnés sur ma main qui tenait bien serré l'un des 2 appareils photo que j'avais. Ils ont réussi à me l'arracher, mais ce n'était pas celui de mes dernières photos. En effet, j'avais un Leica caché sous un bras que j'avais utilisé pour les clichés du garçon mort. Ça n'a servi à rien. L'un des carabiniers a vu le Leica, et après un « sors le rouleau ou on va te faire ta fête », ils ont retiré la pellicule de l'appareil photo. Paoni ne raconte pas un détail encore plus choquant, découvert grâce aux photos aériennes. Pendant la leçon qu'on est en train de lui donner, il est traîné, saisi par le cou et écrasé sur le corps de Carlo. Le corps de Carlo est à terre, la Land Rover s'éloigne, les carabiniers se forment en carré. Il faut attendre 15 minutes avant qu'un secouriste du Genoa Social Forum se rende auprès du corps. Le cœur bat encore. On lui retire son passe-montagne bleu. Il a une blessure très grave à la tête. Il est impossible qu'il ait reçu cette blessure avant que les coups de feu aient été tirés. On a dû la lui infliger au cours de ces 15 minutes. Probablement un carabinier avec une pierre. Vous vous souvenez? C'est toi qui l'as tué avec ta pierre, c'est vous qui l'avez tué. Place Alimonda, Carlo Giuliani meurt à la suite de ses blessures. Après avoir été écrasé par une Land Rover des carabiniers, avoir reçu un coup de feu et un coup de pierre en pleine tête. Légitime défense. Beau travail. Vers le soir, une main armée d'un feutre efface l'inscription Place Gaetano Alimonda et la remplace par Place Carlo Giuliani, gamin. C'est l'une des plus belles choses qu'on ait écrites à ce propos. Carlo Giuliani était un gamin. C'était un gamin et ce jour-là, il est mort. Il était sorti de chez lui avec un maillot de bain sous son pantalon. Parce qu'il ne faut pas perdre une seule occasion de se baigner. Une grande partie des Italiens pensent que c'était un voyou, qu'il l'a bien cherché, que si ce jour-là il était resté chez lui, il ne lui serait sûrement rien arrivé, que le carabinier a bien fait de tirer. Conformément à l'habitude prise dès le 12 décembre 1969, l'une des principales occupations des autorités, de la presse, de la police, de la justice, consiste à ajouter de la confusion à la confusion. Toujours plus de confusion. Pasolini, cinéaste et intellectuel italien contestataire, écrivait en 1974, un an avant de se faire assassiner. Je sais. Je connais les noms des responsables du massacre de Milan du 12 décembre 1969. Je connais les noms de ceux qui composent le sommet de la pyramide. Je connais les noms de ceux qui ont orchestré la stratégie de l'attention. Je le sais, mais je n'ai pas les preuves, ni même les indices. Probablement les journalistes et les politiciens ont des preuves, ou au moins des indices. Alors le problème est le suivant. Les journalistes et les politiciens, tout en ayant sans doute des preuves et certainement des indices, ne donnent pas de nom. Tant qu'il en ira ainsi, les institutions sont tranquilles. Et tant qu'elles sont tranquilles, les carabiniers sont couverts. Et tant qu'ils sont couverts, ils n'ont aucune raison de nous dire la vérité. Et nous ne la connaîtrons pas.
Troisième acte. 21 juillet 2001. Beaucoup sont sous le choc, mais beaucoup également sont très remontés. L'attitude des policiers et carabiniers italiens hier vis-à-vis même des cortèges les plus calmes les révolte, qu'on ne s'étonne pas, disent-ils alors, si aujourd'hui ça pète encore. Le troisième jour, le sommet continue. Et il y a 300 000 manifestants dans la rue. C'est une marée. Il y a de la colère, de la tristesse, une envie de revanche dans l'air. Quelque chose de l'ordre de la haine, de la rage et de la libération se noue dans les gorges et monte aux yeux, dilate les pores, irradie dans les membres. Vous payerez cher, vous payerez tout, dont cette mort infâme. La police commence à tirer des grenades lacrymogènes contre le cortège. Un journaliste de la 3e chaîne de télévision demande pourquoi. Vous ne voyez pas qu'ils avancent de façon menaçante ? Nous leur tirons des grenades lacrymogènes pour les faire pleurer un petit peu. Pour qu'ils se tiennent tranquilles. La police brise le cortège en 2 tronçons au début du cours Torino. 300 000 personnes cherchent à s'enfuir. La police charge, les carabiniers chargent, la garde des finances charge. Les manifestants, quand ils le peuvent, demeurent groupés. Quand ils n'en peuvent plus, ils s'enfuient. Quand ils s'enfuient, ils sont poursuivis. Quand ils se retrouvent isolés, on les rattrape. Jetés à terre et frappés à coups de matraque par des groupes de 5, 6, 10 policiers. Les tabassages ont lieu même très loin du cortège. Des manifestants de tout âge sont roués de coups. Des femmes, des hommes, des personnes âgées, des journalistes, des médecins, des photographes. 200 blessés qui ont peur d'aller aux urgences parce que la police les y arrêterait. La nuit. Le sommet s'est conclu et ceux du G8 sont satisfaits de leur travail. Ils partiront le lendemain. Apparemment, c'est le moment d'éteindre les caméras, de compter les blessés et de faire le point sur la situation. Mais il n'en est rien. L'école Armando Diaz a été gentiment prêtée au Genoa Social Forum, qui en a fait son quartier général. À 23h, il y a quelques ordinateurs éteints et 96 manifestants qui dorment. Ils arrivent tout phare éteint, ils hurlent 2 fois « Police !», puis un blindé défonce le portail et environ 200 carabiniers, policiers et autres détachements confondus en tenue anti-émeute font irruption. Un hélicoptère survole l'école. Devant le portail gardé par la police, une foule de journalistes, médecins, avocats, parlementaires demandent à pouvoir entrer pour témoigner, contrôler, soigner. Impossible. Depuis l'intérieur de l'école Diaz, 2 heures de hurlements ininterrompus. En sortent 30 brancards. Tête cassée, côte brisée, rate perforée, dents perdues pour toujours. Ils sont entrés en vertu de l'article « Perquisition pour soupçon de détention d'armes ». Pas besoin de mandat. On les a fait s'allonger à même le sol et on les a passés à tabac. Les chefs hurlaient « Attention à ne pas les tuer ». 60 blessés. 3 avec un pronostic de guérison réservé. 93 arrestations. La police s'en va. Nous avons fini. Merci. Vous pouvez entrer. Il y a du sang partout. Des dents. Un vrai saccage. Des mares et des traînées de sang sur les murs, sur les radiateurs, sur les portes. Partout. Quatrième acte. 22 juillet 2001. Le lendemain tombent les premières dépêches. L'école Diaz perquisitionnée, un policier blessé. Plus tard, rectificatif. En fait, le policier n'est pas blessé. Il va bien. Les forces de l'ordre ont toujours mis en avant un coup de couteau donné à un flic comme étant à l'origine du massacre. Lors d'une conférence de presse, la police montre ce qu'elle a saisi. 5 bâtons de bois, 2 masses de chantier, une pioche, 7 tubes d'aluminium, une pelle, 2 marteaux. On suppose que ces objets se trouvaient sur le chantier, derrière l'école Diaz, mais la police ne dit pas où elle les a pris. Puis, 20 combinaisons noires parfaitement en ordre, jamais portées. 2 cocktails Molotov, un trousseau de clés, 4 bracelets à cabochon, quelques t-shirts,
15 appareils photo, 3 téléphones portables, un thermos, un livre, 2 plans de gène, 3 feutres, 17 lunettes de piscine, 2 couteaux, un de cuisine et un de camping, 10 bombes de peinture, une perruque, un plastron de journaliste, un flacon de gouttes homéopathiques, 7 masques à gaz, une lotion solaire, 6 paires de protège tibia et 9 passe-montagnes de différentes couleurs. Un journaliste de la BBC pose 2 questions. Avez-vous par hasard également trouvé des armes ? Tout ce que nous avons trouvé est sous vos yeux. Et deuxième question, pourquoi avez-vous donc saisi un thermos ? Je ne suis pas autorisé à vous répondre. En juin 2002, un policier reconnaît les cocktails Molotov trouvés dans l'école Diaz. Ce sont ceux que j'ai trouvés cours Italia et que j'ai ensuite remis à mes supérieurs. J'ignore comment ils ont pu finir à l'école Diaz. Quoi qu'il en soit, le juge d'instruction ordonne la remise en liberté de 90 des 93 arrêtés. Mais ce n'est pas fini. La caserne de police de Bolzaneto est située non loin de Gênes, sur les collines. C'est là qu'on a emmené les manifestants arrêtés suite au G8. Depuis le début du G8, 600 manifestants ont été emprisonnés là avant d'être relâchés ou transférés vers des prisons proches. Là, il n'y a plus les caméras de télévision. Il n'y a pas les témoins qui se trouvaient devant l'école Diaz. Là, on ne peut rien voir. On ne peut rien reconstituer. Nous possédons seulement les témoignages de ceux qui y étaient. Une jeune Suédoise est traînée par les cheveux. Les Celerini éteignent leurs cigarettes sur les mains d'un Français. De ma vie, je n'ai jamais vu autant de violence. Je continue à rêver d'un type qui est jeté contre un mur et laisse sur la cloison un filet de sang. On nous a fait manger très peu et on nous a privés de sommeil. Nous n'avons pas pu contacter un avocat. J'étais en prison avec une vingtaine de personnes et je crois qu'au moins 6 d'entre nous avaient un bras cassé. On menaçait les filles de les violer avec des matraques. Je me souviens surtout d'une jeune Allemande à qui on avait écrasé les dents de devant, le menton et la mâchoire, et on l'avait envoyée à l'hôpital seulement pour lui poser des points de suture. Ensuite, on l'a réexpédiée dans la caserne. Elle souffrait de douleurs lancinantes au visage. On se moquait d'elle. On ne l'écoutait pas. Un employé de la police pénitentiaire a frappé un jeune en le cognant contre le lavabo des toilettes. Il lui hurlait « Pauvre merde, je vais t'ouvrir la tête et pisser dedans. » Dans la caserne Bolzaneto, on nous a frappés sauvagement pendant 16 heures. À certains, on a déchiré leur carte d'identité en disant « Tu vois, ici tu n'es plus personne. Tu n'as aucun droit. » Épilogue. Après les événements, on a beaucoup parlé de prendre en considération les raisons des policiers, pas seulement celles des manifestants. Les raisons de la matraque qui frappe, pas seulement de la tête qui s'ouvre. Les raisons de ceux qui pensent que face au délit de vandalisme, l'homicide est légitime. Les raisons de ceux qui pensent que celui qui casse une vitrine et celui qui casse une tête exercent la même violence. Certains ont même récupéré la parole de Pasolini, qui disait, à l'époque des années de plomb, que les vrais prolétaires étaient les policiers. La plupart du temps de pauvres jeunes gens du Sud qui n'avaient pas le choix, et que les étudiants qui pouvaient se permettre de manifester étaient des fils à papa, et ils n'éprouvaient aucune sympathie pour eux. Peut-être est-il possible d'appliquer ce raisonnement au carabinier meurtrier, âgé de 20 ans, qui, à la télé, à la question « Pourquoi es-tu carabinier ?», a dit « Parce que là d'où je viens, il y a beaucoup de chômage. » Il est plus difficile de l'appliquer à la main qui arma la sienne. Il est plus difficile de l'appliquer aux massacreurs de l'école Diaz. À ceux qui écrasent leurs cigarettes sur tes mains. À ceux qui te crachent dans la bouche et te pissent dessus. La famille de Carlo Giuliani engage des poursuites judiciaires. 5 mai 2003. Le juge des investigations préliminaires accorde l'autorisation d'archiver l'enquête pour motif de légitime défense, entraînant l'acquittement sans procès de Mario Placanica. La famille Giuliani présente alors un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui le déclare recevable en février 2007. 25 août 2009. La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg publie sa décision.
L'Italie est seulement rendue coupable d'avoir bâclé l'enquête. La décision du tribunal est contestée pour des motifs opposés par les proches de Carlo et par le gouvernement italien. 24 mars 2011. Nouvelle sentence définitive et sans appel. À la majorité des voix, la Cour lave le gouvernement italien de toute responsabilité dans la mort de Carlo Giuliani. L'acquittement de Mario Placanica est prononcé, avec 13 votes pour et 4 contre. La Cour de Strasbourg déclare dans son arrêt définitif « Le recours à un moyen de défense potentiellement meurtrier, tel des coups de feu, était justifié. » Concernant les événements de l'école Diaz et de Bolzaneto, le jugement des violences des forces de l'ordre est rendu en mars 2008. 69 carabiniers, policiers, médecins sont condamnés à des peines allant de 9 mois à 5 ans de prison. Parmi les chefs d'accusation, erreur de procédure, abus d'autorité sur les prévenus, violence, coups et blessures, menaces, insultes, fausses informations. 13 hauts responsables condamnés ne purgeront jamais leur peine en vertu d'une loi d'amnistie votée en 2006. Parmi les manifestants poursuivis suite au G8, 10 écopent de peines particulièrement lourdes pour violence et dégradation, certains au simple titre de participation psychique, une sorte de culpabilité par intention. En Italie, si vous regardez une voiture brûler en restant sur place, sans vous éloigner ou chercher à vous éloigner, alors la loi établit que vous participez. Il se trouve que cette loi a été promulguée sous Mussolini et que personne n'a songé à l'abroger depuis 1926. Il faut attendre 2017 pour que les autorités reconnaissent leur responsabilité dans les violences de Gênes. Le délit de torture a depuis été introduit dans le droit pénal italien. Et puis, la stupeur passe et la tragédie continue. À l'échelle de nos existences, c'est comme si ça avait toujours été là. La répression s'est progressivement élargie, renforcée, diluée dans notre quotidien. On n'a pas fait très attention, requis que l'on était par d'autres tâches. Et quand on a relevé la tête, l'opprobre était déjà jeté sur la période, les événements, celles et ceux qui les avaient faits. Les rues pleines du sang des chiens dont on a transpercé les côtes, le cœur et la raison sont si bien bitumées qu'on pense avoir rêvé. Nous sommes au cœur d'une tragédie, n'avons de prise sur rien. À quoi sert de penser, d'avancer, de vouloir ou même de désirer si nous ne sommes rien d'autre que des obstacles, des rouages, des valets ou des chiens, si nous sommes incapables de conjuguer nos vies selon l'ordre du monde? Or, ce que nous voulons, c'est un peu de politique. Entre les gens, entre les corps, entre la ville et ceux qui la peuplent, entre la ville et les champs, entre les gens des villes et ceux des champs, entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants, entre nos désirs les plus inquiétants et nos envies les plus joyeuses. De la politique. Pour nous, la politique, ici et maintenant, c'est parler de Gênes, en étant le plus précis possible. Pour que ceux qui ne savent pas sachent, pour que les autres se rappellent. Des moyens de lutter, il y en a beaucoup. On ne les a pas tous trouvés. Mais c'est peut-être l'heure de dépasser les mots, de dépasser la peur et de mettre nos corps dans la balance.